Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 15e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe à travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Aucun brief aujourd'hui au programme de l'émission qui élimine l'Allemagne. En effet, ce vendredi, c'est repos. Mais on ne vous lâche pas comme ça, nous reviendrons sur le Battle Royale du groupe H entre la Colombie de Pierre Gerbeau, le Japon de Baptiste Maurigal et le Sénégal de Pierre-Marie Gosselin, ainsi que sur la défaite du Panama et la victoire tunisienne avec Nicolas Cougo. Puis je vous proposerai un petit édito en l'honneur de tous les défenseurs de la planète foot, quel qu'en soit le niveau. C'est peu dire que la Colombie a souffert contre le Sénégal, elle a même longtemps cru qu'elle allait se faire cramer la moustache. Pierre Gerbeau nous rejoint pour analyser la rencontre des Cafeteros. Hola Pedro, comment ça va Pierre? Hola Simon, bah écoute, ça va, soulagé. Tu as explosé les oreilles de nos auditeurs qui nous écoutent avec un casque, avec ce gros souffle dans ton micro, mais ça nous a permis de mesurer la puissance du soulagement que vous avez vécu en Colombie. La Colombie s'est donc imposée d'un petit but contre le Sénégal dans un match qu'elle devait gagner, ou alors d'un nul mais profiter d'un certain scénario. Ce match est gagné, ça a été très compliqué avec une première mi-temps dominée par les Sénégalais et la Colombie a réussi à le faire, a réussi à marquer ce but et à garder ce score. Qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, bah t'as bien résumé, hein. C'est une rentrée à 0-0 à la pause, c'est vraiment une bonne chose. Limite, c'est un peu chanceux pour la Colombie tant le Sénégal a vraiment dominé. La première période, on n'a pas reconnu la Colombie, c'était vraiment tendu. Et oui, bah oui, le soulagement que vous avez entendu dans le micro, c'est vraiment ce qui a été ressenti ici en Colombie au moment du coup de sifflet final. Même pas au moment du but de Yeremina, mais vraiment au coup de sifflet final parce que cette Colombie a joué pas avec le frein à main, mais pire avec la peur au ventre. Et ça s'est vraiment clairement senti. Et heureusement que le Sénégal a un moment de flottement sur ce corner à 0-0 où il y a un espèce de changement. Je crois que c'est Sabali qui est blessé. On sait pas trop faire le changement maintenant. Finalement, le mec qui rentre. Et du coup c'est un peu léger sur le marquage et le coup de boule de Yeri Basile Bolimina a permis de libérer un peu, desserrer les mâchoires, mais oh oui, cette Colombie, elle a été laborieuse aujourd'hui, vraiment avec une peur au ventre et soulagement. Tendu, soulagement, c'est les deux mots qui ont qualifié cette matinée en Colombie. Les deux maîtres mots de cette victoire colombienne. Le gars Yeremina, qui, on le sait, si des recruteurs écoutent ce podcast, le gars Yeremina qui a priori serait sur la liste des transferts ou de prêts du Barcelone. Voilà, vous l'avez vu probablement, ce serait peut-être une bonne affaire. Juste pour faire la parenthèse, oui, parce que comme Arthur, le milieu offensif de Grêmio, devrait rejoindre Barcelone, Barcelone a un problème au niveau des extra-communautaires, donc ils vont chercher à vendre ou à prêter. D'accord. Mais là, on parle des sélections, on parle de la Coupe du Monde. C'était une parenthèse, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai ouverte. Et tu l'as très bien refermée. Mais du coup, la Colombie termine première de son groupe et va s'avancer vers les huitièmes, des huitièmes qui la fera rencontrer, quoi qu'il arrive, une grosse nation, une grosse équipe, quel que soit le résultat du groupe G, de la Belgique et de l'Angleterre, puisqu'on sait désormais que soit la Belgique sera première, soit l'Angleterre, donc ce sera soit la Belgique, soit l'Angleterre. Est-ce que la Colombie, après ce qu'on a vu, contre la Pologne, du très très bien, contre le Japon de l'accidentel, contre le Sénégal un peu de peur, quelque chose d'un peu timoré, est-ce que la Colombie est prête à rencontrer une grosse nation comme ça? Bah, on verra. Je te répondrai mardi à 15h. Et ce qui est sûr, c'est que la Colombie va affronter une nation qui est probablement et même certainement plus forte qu'elle sur le huitième de finale. À voir avec ou sans Rames, hein.
on pensait que le match contre la Pologne, ça avait permis de lever les doutes sur le mollet de James. Là, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux carrément dire OK, on compte pas sur lui et ce mondial se fera sans lui, au moins une semaine supplémentaire. Après, tu l'as dit, faudra attendre le résultat de Belgique-Angleterre pour savoir qui on affrontera en huitième. Donc, ce qui est sûr, c'est que si la Colombie joue comme contre le Sénégal sur les 45 premières minutes, ça passera pas. Et peu importe l'adversaire. Et si la Colombie veut espérer quelque chose, il faudra reproduire le même match que contre la Pologne. Il y a pas de secret, même sur la deuxième mi-temps. Si ça a été un peu mieux, si la Colombie n'ose pas son niveau de jeu, ça passera pas. Clairement, après, ce sera contre un autre adversaire. Le Sénégal a joué avec ses qualités, qui sont nombreuses. Tactiquement, physiquement, ils ont vraiment bien bloqué les axes de passe, ils ont permis de bloquer les latéraux. C'était une excellente équipe du Sénégal aujourd'hui, mais la Colombie, si elle n'arrive pas à sortir et à hausser son niveau de jeu, ça passera pas. Faudra faire un même match que contre la Pologne. Ça va être très compliqué, nous sommes tout à fait d'accord. Donc voilà, un match, maintenant, de toute façon, on passe à une étape où il n'y a plus d'erreurs possibles, comme celle contre le Japon. La Colombie devra donc prendre le match comme il vient et avec la qualité de son adversaire. Un adversaire donc qu'il ne connaît pas encore. Alors on enregistre, mais qu'il jouera ce mercredi. Merci beaucoup. Mardi. C'est mardi ? Mardi à 13h, ouais. Enfin, à 13h, heure de Bogota. D'accord. Et bien, écoute, merci beaucoup, Pierre, et on se retrouve pour le brief de ce 8e de finale de la Colombie, soit contre la Belgique, soit contre l'Angleterre. Ciao, Pierre. Ciao, Simon. Contre les Colombiens s'étaient dressés les vaillants Sénégalais, qui se mordront longtemps les doigts d'avoir laissé filer la victoire contre le Japon et probablement un ou deux cartons pas indispensables. C'est l'heure du bilan avec Pierre-Marie Gosselin. Bonjour Pierre-Marie, comment ça va ? Bonjour Simon, écoute, comme une personne qui n'a plus d'équipe à suivre pour la fin de la Coupe du Monde, dès les phases de poule, c'est un peu dur. On va pas se mentir. C'est assez triste, oui, en effet, on l'a compris, on l'a vu avant, avec le débrief de la Colombie. Le Sénégal a perdu 1-0 et s'est fait éliminer petitement à cause d'un petit carton jaune. C'est quand même très très bête, très très ballot. Alors on ne reviendra pas sur les histoires de VAR, etc. Bon, c'est comme ça, c'est pas notre thème, c'est pas notre sujet. Juste rapidement, qu'as-tu entendu, vu sur ce match du Sénégal ? Écoute, que les Sénégalais sont un peu tristes, un peu dégoûtés de l'élimination, le sentiment un petit peu d'injustice, même si on va pas faire le débat. C'est vrai que ça se joue sur des petites décisions, qui peuvent être litigieuses si on est supporter d'une équipe ou de l'autre. Donc voilà, et puis un sentiment un petit peu d'inachevé, que finalement c'est toujours les mêmes histoires, on affiche toujours les mêmes défaillances et les mêmes défauts, et que ça fait un coup d'arrêt quand même par rapport à ce début de mondial des Sénégalais. On s'attendait à autre chose, donc quand même beaucoup de déceptions chez les Sénégalais, peut-être plus que chez les Nigérians, les Égyptiens et même les Marocains, qui, même s'ils ont des regrets aussi à avoir, c'est quand même pas sur le même genre de production, donc voilà. C'est vrai que les Sénégalais sont passés très proches. Tu as fait l'analogie avec les autres nations africaines. Tu as parlé tu as cité les autres nations africaines. Quel bilan on peut faire de cette Coupe du Monde africaine qui ne qualifie aucun de ses représentants pour les huitièmes de finale, quelque chose d'historique, je crois. Oui, enfin quelque chose qui n'est pas arrivé depuis, on l'a dit hier, 82, il me semble. Donc ça faisait vraiment longtemps que l'Afrique n'avait pas placé au moins une équipe en huitième. Donc c'est quand même un petit peu surprenant. Surtout que je me souviens quand on faisait le direct du tirage au sort, j'étais quand même plutôt optimiste. Farouk aussi pour les équipes maghrébines. Donc c'est un peu décevant. C'est vrai qu'on s'attendait à autre chose. Après, voilà, comme je l'ai dit, chaque équipe a eu son scénario, son histoire. Ce qui est un peu décevant, c'est que ils ont tous affiché les mêmes carences, que ce soit l'Égypte ou la Tunisie ou même le Maroc, qui se font reprendre en fin de match, en toute fin de match, sur souvent des coups de pied arrêtés.
Le Nigeria, même chose. Le Sénégal qui rate le coche complètement dans le match contre le Japon, où ils avaient quand même toutes les cartes en main pour pouvoir se qualifier avec une deuxième victoire. Et puis ce sentiment, voilà, que les équipes montrent beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, de passion, mais qu'au final, ça manque de sang-froid dans le money time et on se fait toujours avoir à ce moment-là, quoi. Donc c'est ça qui ressort, qui est un petit peu décevant. Par contre, après, on peut quand même trouver des circonstances atténuantes. Toutes nos équipes sont chapeau 3 ou 4, donc forcément, tu dois affronter au minimum un ou deux gros, même deux gros dans ta poule, voire même trois pour certaines équipes. À quoi c'est dû? Je pense que c'est dû peut-être à la densité du football africain, avec des équipes, même s'il y a quelques locomotives, il y a trop de locomotives au final, ou trop d'équipes qui sont au même niveau et finalement qui s'annulent un petit peu dans les rankings mondiaux, et on se retrouve avec des équipes qui changent d'une Coupe du Monde à l'autre, d'une CAN à l'autre, avec du coup des équipes qui ont du mal à se retrouver tout en haut du classement de la FIFA, qui leur permettrait de pouvoir prétendre à autre chose en étant chapeau 2 ou chapeau 1 même. Même si pour être chapeau 1, il va falloir quand même se lever de bonne heure. Maintenant, oui, surtout après ces performances qui n'ont pas toutes été mauvaises. Le Maroc a pas eu énormément de chance, mais a très bien joué. Le Nigeria a montré de belles choses. Le Sénégal a montré de belles choses. Ça fait au moins déjà 3 nations sur 5 qui ont montré de jolies choses. Sans te demander la solution, de trouver la solution, tu n'es pas devin, tu n'es pas mage. Rapidement, pour terminer, qu'est-ce que tu penses que l'Afrique devrait travailler pour pallier à ce genre de choses? Écoute, je pense que tu sais, on retrouve, voilà, c'est des cas complètement différents, des équipes de régions complètement différentes. Le Maroc avec énormément de joueurs formés en France, le Sénégal qui est dans le même cas, le Nigeria avec pratiquement que des joueurs qui sont formés localement, avec quelques rajouts, l'Égypte avec que des joueurs formés localement, et pourtant on affiche les mêmes carences. Pourtant, la CAF a quand même fait un effort en début de Coupe du Monde, puisqu'ils ont alloué des fonds aux équipes qualifiées pour leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions, et on sent qu'elles se sont préparées dans les meilleures conditions. Mais voilà, il y a toujours ce petit manque à la fin qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, comment le Maroc et le Sénégal, qui ont que des joueurs qui jouent dans les grands championnats européens, ne sont pas capables de gérer le money time? C'est quand même un peu surprenant de se dire que c'est un problème technique ou un problème de talent. Je pense qu'il faut plus chercher un environnement. Alors, Farouk aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai l'impression que du côté de la Tunisie, ça a pas mal chauffé ces derniers jours. Voilà, il y a pourtant. Est-ce que l'environnement fait tout pour que ces équipes soient performantes et soient dans les meilleures conditions pour y arriver? Peut-être pas. Peut-être qu'elles s'améliorent, mais peut-être que c'est pas encore ça. Et voilà, bon, il faudra tirer des conclusions plus tard. J'espère qu'on aura quand même droit à un petit peu de stabilité. Mais comme je l'ai dit aussi, cette densité du football africain fait que peut-être que dans 4 ans, on aura 2 de ces 5 équipes qui seront qualifiées, ou 3, grand maximum. Donc c'est difficile de progresser comme ça, d'emmagasiner de l'expérience quand d'une Coupe du Monde à l'autre à laquelle on participe, on doit changer de génération. Écoute, merci beaucoup Pierre-Marie. C'en est terminé pour les Africains, c'en est terminé pour toi dans l'autre Coupe du Monde. Donc on te remercie et puis on se dit à la prochaine sur un Africa. Écoute, avec grand plaisir. Et quand même, je tiens pour ajouter un petit peu, faut pas croire que l'Afrique va arrêter son mondial. Il y a l'Argentine avec Lionel Messi, il y a le Portugal avec Cristiano Ronaldo, il y a l'équipe de France, et il y a encore beaucoup d'équipes qui vont permettre aux Africains de vibrer derrière cette Coupe du Monde, même si le côté patriotique va quand même un peu diminuer, mais crois-moi, ils vont quand même continuer à suivre les matchs avec beaucoup de passion. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Marie et à la prochaine. À bientôt Simon, bonne fin de mondial. Le second ticket gagnant de ce groupe H revient donc au Japon, qui s'en tire bien au regard de sa performance face aux Polonais. Attention, Baptiste Morgal a affûté son katana. Bonjour Baptiste, konnichiwa. Baptiste, comment vas-tu? Salut Simon, ça va bien et toi? Ça va très bien, je ne sais pas aller plus loin que konnichiwa, soyons honnêtes. Toi non plus? Je te rassure. Le Japon, vous l'aurez compris, on est là pour parler du Japon, qui était la dernier représentant asiatique de la team AFC Corner, de la team Lucarne Opposée, dernier représentant asiatique et dernière chance asiatique, c'est ça, dernière chance asiatique pour Lucarne Opposée, pour le continent asiatique. J'ai dit beaucoup de fois asiatique, c'est fou. Le Japon s'est incliné face à la Pologne, à Pologne, 1-0, mais obtient tout de même sa qualification à la faveur d'une meilleure différence de cartons, moins de cartons jaunes que le Sénégal, un de moins me semble-t-il. C'est donc passé ric-rac pour les Japonais.
dont toi, Baptiste, tu n'as pas été très satisfait pour ce match contre la Pologne. Non, on ne pouvait pas être satisfait en fait parce que c'était clairement un match où le Japon avait son destin entre les mains. Et de fait, juste avant, enfin, par la façon dont ils ont abordé la rencontre et dont Nishino a abordé la rencontre, ils se sont vite retrouvés à ne plus du tout l'avoir entre leurs mains. Parce qu'au début du match, la compo elle a été complètement remaniée. On est passé d'un 4-2-3-1 à un 4-4-2 avec beaucoup de turnover. Donc, par exemple, Makino prenait la place de Shoji dans l'axe, Azebe n'était pas titulaire, Kagawa n'était pas là, Osako n'était pas là non plus, Inui n'était pas là, Haraguchi n'était pas là. Enfin, voilà, il a fait beaucoup de turnover pour ce match. Donc, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il se disait, bon, on est sûr de passer, on fait tourner, on envoie les remplaçants, ou est-ce qu'il a voulu tenter une stratégie en se disant ces joueurs-là sont frais et sont mieux armés contre la Pologne? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça a donné un match dégueu pour rester un minimum poli. Le Japon n'a rien su faire, comme on dit. Et ils ont même pris un but et ils ont bien failli se faire sortir. Tu l'as bien dit en introduction. Et s'ils sortaient après ce match-là, ça aurait été bien fait pour eux parce que c'était vraiment horrible. Et en plus, la fin de match où ça joue en passe à 10, alors ok, c'est utiliser la règle, c'est-à-dire que le Japon savait qu'il était qualifié, ils ont fait tourner, ils n'ont pas allé chercher le but. Mais quand hier, on voit que la Corée était éliminée, mais elle a poussé pour aller gagner, pour aller faire un résultat, parce que voilà, c'est la Coupe du Monde, et qu'on voit aujourd'hui le Japon se dire je suis qualifié, je fais passe à 10, même si je perds, c'est pas trop l'esprit sportif. Moi, je trouve pas ça très sportif. En plus, c'est surprenant de la part des Japonais. Voilà, c'est pas top. Après, ils passent à la. Exactement, c'est petit bras, ça passe au fair play. Donc ça fera plaisir justement, ces petits bras, c'est pas très glorieux, ça passe ric-rac. Est-ce que les supporters japonais, la presse japonaise retient plus la qualification en soi, elle, ou le contenu de ce match? Il y a deux choses. Il y a la qualification qui fait plaisir à tout le monde. Donc ça, personne ne sera mécontent. Tout le monde est content de ça. Au moins le Japon, en plus, le Japon est la seule équipe asiatique qualifiée en 8e. Mais il y a aussi l'agacement. D'une part, il y a dans la presse, mais surtout des supporters. Parce que le match était quand même à 1h du matin. Attends, 3, il commence à 23h. Il a fini donc vers 1h du matin. Donc les Japonais ne se sont pas couchés. Certes, on peut dire que c'est pas tard, mais on est en semaine. Demain, ils vont travailler. Voilà, donc jusqu'à 1h du matin, ils ont regardé ce match-là. Ils ont regardé leur équipe faire n'importe quoi, quelque chose qui ne les représente pas. Voilà, il y a un peu d'agacement sur ça. Et ils veulent vite passer là au 8e de finale, qui risque d'être quand même très compliqué, on passe le cacher, parce que ce sera soit la Belgique, soit l'Angleterre. Mais au moins, voilà, ils vont essayer d'oublier au plus vite ce match qui ne les a pas vraiment servi au niveau de l'image, pour tout de suite se plonger dans la suite de la compétition, qui est pour eux que du bonus, même si ça fait une phrase très courante et très cliché, mais pour eux c'est vrai, parce qu'ils s'y attendaient absolument pas à se retrouver là. Et on espère quand même qu'ils vont jouer à fond, qu'ils vont retrouver un 4-2-3-1 et un semblant de jeu qu'ils nous ont montré quand même dans les 2 premiers matchs, et pas ce qu'on a vu là aujourd'hui, moi je vais dire quand même une blague, voilà, cette blague. Tout à fait. Eh ben écoute, oui, comme tu l'as dit, le Japon jouera en 8e de finale un ogre, puisque ce sera soit la Belgique, soit l'Angleterre. Autant dire que ça fait une mission très très compliquée pour les samouraïs bleus. Un match qui se déroulera lundi 2 à... Je n'ai pas l'heure en tête. Lundi 2 alors moi j'ai les heures brésiliennes à 11h ou à 15h au Brésil. Je ne vais pas donner les horaires, je me perds dans les horaires avec tous les fuseaux horaires qu'on a sur le quart opposé. On en a en Colombie, on en a... voilà, ça peut être compliqué. Mais enfin voilà, ce sera ce lundi 2, le rencontre de 8e du Japon contre la Belgique ou l'Angleterre. Une rencontre qui va être très compliquée, tu l'as dit, qui ne sera que du bonus pour le Japon. Après, passer cet ogre-là, ça risque d'être compliqué. On se retrouve du coup, Baptiste, dans quelques jours pour le brief de ce 8e. Eh bien très bien, parfait. Ciao Baptiste. Salut Simon. Nous souhaitions au Panama de terminer son mondial sur une jolie note pour récompenser la fraîcheur de sa participation.
les Canaleros n'ont pas su se l'offrir, au contraire de la Tunisie, qui éteint au moins pour un temps le feu des critiques. Revenons sur ce duel d'éliminé avec Nicolas Cougo. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Simon, bah écoute, ça va, on a fini la phase de groupe, on a de moins en moins de matchs, c'est pas drôle, on va s'ennuyer demain, c'est pas cool. On va s'ennuyer, mais ça va aussi alléger un peu le travail par ici. Là, on est là pour débriefer notre Panama-Tunisie, un match d'éliminé purement lucarne opposé. Juste avant de parler du Panama, notre Farouk national a encore ses problèmes de kit main libre pour pouvoir enregistrer les podcasts. Et il tenait quand même à nous dire à propos de la Tunisie qu'il trouvait que les Aigles de Carthage avaient fait une bien meilleure seconde mi-temps, avec plus de vitesse et de jeu en première attention, qu'il avait trouvé que les efforts de Khazri avaient enfin été récompensés, mais qu'il avait toujours ce sentiment d'une certaine vulnérabilité derrière. Et puis aussi, il espère que cette victoire ne sera pas un cache-misère, ne sera pas juste un cache-misère, servira pour la suite. Mais là, avec toi, on est là pour parler du Panama. Panama qui s'est donc incliné 2 buts à 1 après avoir mené 1 but à 0. Est-ce que le Panama, on s'attendait à trouver, on l'avait dit dans le brief hier, on s'attendait à trouver un Panama un petit peu joueur, on avait un peu d'espoir quand même pour le Panama contre cette Tunisie, et puis ça n'a pas fonctionné. Et puis on n'a pas eu un Panama joueur, hein, il faut le dire. On s'attendait à ce que ça joue un petit peu plus au sol, est-ce que ça combine indépendant. Et comme on le disait hier, hein, même s'il devait y avoir des erreurs techniques, des mauvaises passes, mais au moins qu'il y ait une volonté, une ambition dans le jeu, on n'a pas eu la sensation qu'il y en ait eu vraiment. Il faut aussi dire les choses. Panama ouvre le score contre le cours du jeu parce que la Tunisie maîtrisait, en fait, donnait un sentiment de maîtrise, maîtriser techniquement et tactiquement le match. Franchement, c'est une déception. Il y a eu ce changement à la poste de sortir Gabriel Torres qui n'a jamais été trouvé dans les bonnes conditions en première période pour faire rentrer un défenseur supplémentaire avec une réorganisation tactique qui s'en est suivie. J'ai l'impression que Panama a quand même un peu trop respecté ses adversaires. Pour moi, la Tunisie était prenable, surtout vu le contexte que nous avait donné Farouk. J'ai pas la sensation j'ai cette espèce d'amertume de me dire que peut-être qu'avec un poil plus d'ambition, Panama aurait vraiment pu embêter la Tunisie et encore plus exposer cette fragilité défensive qu'on a aperçue. J'ai eu cette même sensation qu'au final, le Panama, alors qu'il affrontait l'adversaire de ce groupe le plus abordable pour lui, a finalement courbé les chines jusqu'au bout. J'ai eu la sensation dans ce match-là qu'ils ont joué jusqu'au bout avec le costume de plus petite équipe du mondial, alors que c'était peut-être l'occasion de l'enlever et d'en vêtir un autre. Enfin voilà. En tout cas, d'ailleurs, plus petite équipe du mondial. Je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais la Coupe du Monde a un classement général sur 32 qui est fait avec le nombre de points remportés, le nombre de buts pris, etc. Et le Panama termine en effet dernier de ce classement, et ça a été reproché à Señor Gomez en conférence de presse. Il n'a pas trop apprécié, je crois. Non, il n'a pas trop apprécié parce que la question est tout simplement la première question qui lui a été posée en conférence de presse, enfin la deuxième pour être précis parce que c'était une question double posée par le même journaliste et un journaliste panaméen justement. Donc là pour le coup c'était la maison qui s'en prenait elle-même à la maison et il n'a pas du tout apprécié que l'on puisse dire que son équipe est la pire du mondial et la plus pauvre et il s'est livré derrière à une démonstration assez intéressante, assez virulente justement contre le journaliste en lui disant écoute, si tu veux t'amuser à comparer les équipes, parce que pour dire qu'une telle équipe est pire que les autres, il faut comparer sur le terrain, mais il faut aussi comparer en dehors. Et donc, il a commencé à lui poser une série de questions. Est-ce que le championnat panaméen est du niveau des championnats des équipes que Panama a affronté pendant cette Coupe du Monde? Est-ce que l'éducation footballistique et la formation des joueurs que nous, on a mis sur le terrain est au même niveau que les rivaux? Est-ce qu'il lui a fait toute une démonstration? Il lui a demandé combien de terrains praticables on a à Panama pour pouvoir nous entraîner? Quelles sont les infrastructures dans lesquelles la sélection peut travailler? Compare avec les autres. Et il dit, moi, ce que je vois, c'est qu'on a tenu tête à des équipes qui nous sont supérieures. Par exemple, il trouve que ce soir, que son équipe
s'est livré à un match assez serré au final, face à une équipe dont les joueurs sont largement plus techniques, largement plus physiques que les siens, et que donc il ne lui permettait pas de dire que son équipe est la pire du mondial, que son équipe soit la plus jeune, et il l'a dit, il a répété, soit la plus jeune en termes de culture historique. Il a rappelé le nombre de Coupes du Monde qu'ont disputé ses adversaires. Oui, mais que ça soit la pire, c'est manquer de respect. Et il a conclu clairement en lui disant « Tu devrais apprendre à respecter ta sélection ». C'était assez chaud. Je ne sais pas trop quoi dire, quoi répondre à cela. C'est une très belle manière de conclure. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on l'avait dit lors des des présentations du Panama, on l'avait dit lors de l'élimination du Panama. Le Panama était là pour voir un petit peu, pour profiter de cette première fête et pour travailler sur le futur, pour plancher sur toute l'expérience qui va être emmagasinée. Et Monsieur Gomez a eu tout à fait raison de répondre cela. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Écoute, merci beaucoup Nicolas. C'en est fini du Panama, mais pour toi, il te reste l'Argentine au moins déjà, pour un temps, j'espère. Normalement jusqu'à samedi. Ouais, au moins ça. Donc déjà, on se retrouve demain pour faire le brief de ce 8e de finale France-Argentine. Écoute, avec plaisir. À demain. Salut Nicolas. Salut. Et voilà, c'en est fini de la phase de groupe de ce mondial russe. 48 matchs qui nous ont réservé de belles surprises et qui auront eu raison d'un certain nombre de représentants du contingent lucarne opposé. Alors, que retenir de cette phase ? La nouvelle sortie d'un tenant du titre, l'omnipotence de Cristiano Ronaldo, la théorie du chaos selon les gauchos, ce que vous voudrez, vous me direz, et vous avez bien raison. Pour ma part, je souhaiterais rendre hommage aux Godin, Thiago Silva, Varane, Vertonghen, Lovren, Mina et compagnie, ces joueurs qui ne gagnent que très rarement les trophées individuels, ces joueurs dont on considère que la valeur est moins grande que celle des flambeurs de l'avant-garde, ces joueurs qui ont été les meilleurs éléments de bon nombre des qualifiés jusqu'à présent. Leur faute ? Être attachés à cette lourde tâche qu'est la défense de leur but. Car oui, un défenseur, ça défend. Ça marque aussi parfois, soit, ça dribble également de temps en temps, mais un défenseur défend avant tout. Quand d'aventure il leur arrive de s'élancer à l'assaut du camp adverse, c'est l'angoisse qui plisse leurs yeux pendant qu'ils observent fébriles le ballon perdu filer dans l'autre sens. Courant à grandes enjambées pour se replacer, ils se sentent investis d'une mission sacrée. La forteresse ne doit pas être violée et sans eux, elle ne peut être correctement gardée. Si par malheur la balle maligne passe la ligne fatidique, alors l'impuissance, la frustration qui tambourinent leur aume de chevalier bayard sont une insoutenable souffrance. Pour eux, une simple défaillance peut s'avérer fatale. Ils n'auront pas d'autre occasion, comme les acrobates qui s'agitent à l'autre bout du terrain. Une mésentente, une erreur d'appréciation, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, et les voilà couverts par l'opprobre sans aucun procès. Tout impardonnable qu'il soit, le couac de l'attaquant ne changera jamais la marque. Le défenseur, lui, aura pour sacerdoce de se rappeler sa faute chaque fois qu'il posera son regard sur le tableau d'affichage. Cruauté mathématique, +1 pour l'ennemi. Mais ces hommes de l'ombre ont pour eux la bravoure, le sens du sacrifice et surtout, de la hauteur. Du mirador de leur campement, ils observent le ballon parcourir la pelouse d'un fantassin à l'autre, traçant d'une craie imaginaire sur ce grand tableau vert des schémas tactiques vivants, analysant le mouvement dansant des lignes. Ils sont capitaines par défaut. Les dribbles chaloupés, les passements de jambes ravageurs et autres roulettes magiques, ils les laissent aux virtuoses des avant-postes. Le talent et l'esthétisme des arabesques de leurs facétieux partenaires ne les laissent pas de marbre pour autant. Admiratif, leur ordre de bataille ne changera pourtant jamais. Ces feux follets doivent être tenus en respect coûte que coûte. S'ils ne marquent rarement, eux aussi vibrent quand, surgissant de nulle part, ils interceptent une passe bien sentie qui n'aura pas échappé à leur lecture du jeu quand, d'un tacle ou d'un coup d'épaule autoritaire, ils stopperont leur adversaire lancé au galop. Le butant au pied, ils seront la pierre fondatrice d'une contre-attaque hypothétiquement concluante. Relançant intelligemment le jeu de leur équipe, ils enverront la sphère explorer des contrées plus hospitalières là-bas, vers la lumière. Les meilleurs d'entre eux, les Beckenbauer, Blanc, Maldini et consorts, jouent le buste haut, la tête levée, bien droite, portent le brassard avec panache et exemplarité. Ils sont la classe incarnée. Gandalf en crampon, ils guident avec bienveillance et fermeté leur communauté à la quête de la victoire. Alors n'ayez crainte mes amis, faites-nous rêver de vos belles inspirations, voguez léger vers les buts, les défenseurs sont derrière vous, veillant au grain. Jouez l'esprit libre, en face ils ne passeront pas.
Bon, les copains, c'est l'heure du dernier récap des groupes de cette Coupe du Monde. Dans le groupe G, la Belgique remporte la finale de son groupe face à l'Angleterre 1-0, pendant que la Tunisie renverse la vapeur contre le Panama 2-1. Les Diables Rouges font donc carton plein avec 9 points, suivis par les Anglais 6 points. La Tunisie s'empare de la 3ème place, enfin le Panama ferme la marche avec une bulle. Dans le groupe H, la Colombie et la Pologne s'imposent sur le même score d'1-0, respectivement face au Sénégal et au Japon. La Colombie glisse donc finalement en tête, 6 points, le Japon attrape la seconde place au Sénégal grâce au fair play, 4 points chacun, et la Pologne garde la dernière place malgré sa victoire, 3 points. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 15e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La vidéo du jour provient du fameux canal colombien Gol Caracol qui a exulté sur la cabeza de Yerry Mina. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. El gol que erró Lewandowski. Yerry Mina de cabeza, martillazo al piso y Colombia se estremece. Colombia, 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 la patria nuestra. ¿Cuánto te amamos a la distancia, Colombia? Colombia tiene 1, Senegal tiene 0. Aquí en Samar.